Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF. Nous allons feuilleter l'actualité. On va parler de la SNCF, on va parler d'agriculture, on va parler peut-être de Neymar, mais aussi on va parler de franc-maçonnerie, parce que nous avons un invité qui est Philippe Chervel. Bonjour, vous êtes Bonjour. le grand maître de la Grande Loge de France, qui est une des deux grandes obédiences, on peut dire, hein, de la franc-maçonnerie. Si on considère que le plan numérique, oui, tout à fait. Alors, on va parler avec vous de ce qu'est aujourd'hui la franc-maçonnerie aujourd'hui. D'ailleurs, il y aura une conférence dans quelques jours, enfin dans un mois, je crois que c'est le 23 mars, qui aura lieu à Elancourt, que vous ferez, et qui s'appelle « Être franc-maçon aujourd'hui ». Elle est en tour dans la salle Le Prisme. Dans la salle de Prisme, Voilà. absolument. Donc nous allons parler avec vous de franc-maçonnerie et puis des autres sujets. Pour en parler, il y a Jean-Charles Lajoigny, éditeur. Bonjour. Ça va bien? Très bien, en pleine forme. Très bien. Joséphine Goldspan-Berger, bonjour. Vous Bonjour. êtes la maire de Plaisir, vous êtes vice-présidente de Saint-Quentin-en-Yvelines et vice-présidente du Conseil général des Yvelines. Et Jean-Baptiste Duclerc, vous êtes maître de conférence à l'université de Versay-Saint-Quentin, de conférence de droit public. Voilà, bonjour Patrice. Et de droit constitutionnel. Maître ou grand maître. Grand maître, un peu, vous voilà. êtes une sorte Je plaisante, bien de sûr, grand maître ouais. aux yeux des étudiants. Alors, Philippe Chervel, je disais grand maître de la Grande Loge de France. D'abord, peut-être, il y a plusieurs obédiences. Il y a la Grande Loge, il y a le Grand Orient. On dit que c'est les deux plus importantes. Oui, d'une façon générale, on peut dire que le paysage maçonnique français est le paysage le plus riche au monde. Il y a toutes les possibilités, des obédiences purement masculines, des obédiences purement féminines, des obédiences mixtes, et surtout au sein de ces trois courants, des obédiences qui ont une recherche plus sociétale, d'autres qui flirtent avec une forme de religiosité, et puis la Grande Loge de France s'inscrit dans une franc-maçonnerie de tradition tout à la fois humaniste et spiritualiste, spiritualité plurielle, bien entendu. Alors, c'est la tradition écossaise, je crois, c'est ça? Tout à fait. On travaille, les ateliers de la Grande Loge de France travaillent au rite écossais, ancien accepté, mais en fait ce rite est un rite fabriqué de toutes pièces par des Français. Ah oui. Il est écossais, simplement, on était à l'époque de la bagarre entre les Stuarts et les Hanovres, et les Écossais, les Irlandais, pour chasser dans leur pays, sont venus se réfugier près de Paris, à Saint-Germain-en-Laye, et ont ramené avec eux leur tradition initiatique. Ensuite, le rite s'est développé avec des Français, bien entendu. Donc à base de whisky. À base de whisky, tout à fait, tout à fait. Alors, Sympathique. je crois qu'il y a 34 000 membres de À la Grande Loge de France, avec oui. 919 loges, Oui. très précisément. Alors, il y a évidemment, on va en parler, parce qu'il y a quand même toujours un secret qui est attaché à la franc-maçonnerie. Oui, oui. Alors le secret, on peut peut-être... Même si vous faites des conférences, même si Tout à fait, tout à vous fait. parlez. Le secret, il y a trois types de secrets. Il y a le secret d'appartenance, le secret du contenu, le secret du vécu. Le secret d'appartenance est un secret qui est purement français. Si vous avez un franc-maçon américain, il vient en France, il ne comprend pas. D'ailleurs, il met sur sa carte de visite Freemason, etc. Oui. La différence, c'est que nous avons eu Dachau, nous avons eu Auschwitz, nous avons eu la Gestapo. Ça, c'est nos dernières persécutions. On a eu d'autres avant. Et que beaucoup de francs-maçons ont payé pour les fonctionnaires de leur emploi, puisque tous ont été destitués. Par exemple, sous Vichy ? Sous Vichy, bien entendu. Et puis d'autres ont payé de leur vie, tout simplement, avec beaucoup d'anonymes, mais aussi des gens connus. On cite souvent Pierre Brossolette, voilà, qui, pour ne pas donner le nom de ses frères d'armes, s'est défenestré avenue Foch, voilà, dans les mains de la Gestapo et sous la torture. Aujourd'hui, on reste prudent. L'histoire bégaye, surtout quand on commence à en oublier les plus dures périodes, et il faut rester dans une grande prudence. Aujourd'hui, des totalitaristes de droite, de gauche, qu'ils soient d'origine religieuse ou politique, se font jour, et il faut rester toujours en réserve. Alors les francs-maçons ont le droit de se révéler, francs-maçons, on a le droit de dire à titre personnel, mais n'ont pas le droit de révéler... Vous le faites vous, par exemple. Je le fais, mais n'ont pas le droit de révéler l'appartenance d'un autre. Voilà, dans ma loge, il y a un tel, un tel et un tel. C'est interdit. C'est interdit. Donc ça, c'est un secret de protection. Tout à fait, d'appartenance, voilà. D'appartenance, mais est-ce qu'il y a un secret de fonctionnement ? Alors ça, c'est le secret du contenu, c'est seulement le secret du respect de l'autre. Les autres, les gens que l'on va rencontrer qui ne sont pas francs-maçons, certains d'entre eux feront peut-être un jour une démarche, et on doit un petit peu préserver cette surprise, cette découverte, tout simplement. Et on n'a pas à raconter tout ce qui s'y passe, puisqu'il y a un grand plaisir à le découvrir étape par étape. Et puis la dernière partie, peut-être le seul secret qui vaudrait la peine d'être appelé comme tel, c'est le secret du vécu. Le secret du vécu, c'est, je pourrais prendre une image, c'est comme l'amour. L'amour, pour savoir vraiment ce que c'est, il faut le vivre. Ça ne se narre pas, ça ne s'écrit pas, mais ça se vit profondément. Il en est de même pour une démarche initiatique.
Mais il y a des formations qui ont publié des livres, par exemple, pour expliquer. Bien entendu, leur mais c'est des engagement. compléments. Mais pour vraiment comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie, il faut en faire partie. D'ailleurs, un auteur du XVIIIe siècle, Ragon, disait « Les mystères de la franc-maçonnerie, ça sera toujours pour tous les hommes comme tels, sauf à certains d'entre eux, de devenir à leur tour franc-maçon. » Oui, Il avait tout dit. Si on n'en fait pas partie, on a quand même un peu envie d'en savoir un peu plus. Oui. Voilà, donc, On en saura un peu plus par les lectures, bien entendu, mais on ne saura pas l'essentiel quand même. Mais par exemple, alors, est-ce qu'il y a des tenues? Les Il y a des tenues, symboles, il y a Voilà. des, il y a Non, des mais symboles. c'est ça qui il y a est des intéressant, tenues, il y a un petit des- peu. Oui, tenues, c'est le nom qu'on donne à nos réunions. Voilà. Mais les tenues sont des tenues classiques, elles ne sont D'accord. réservées qu'à des francs-maçons. Hein. D'accord, oui. Il n'y a pas de Quand vous personne parliez de tenue, extérieure. vous voulez dire un costume, vous? Oui, d'uniforme, de costume, d'apparat, non? Il n'y a rien? Non, pour les hommes, on doit venir en costume sombre, chemise blanche et cravate sombre. Après, pour les audiences féminines, effectivement, elles portent une robe qui ressemble à une robe d'avocate, hein, tout simplement. Alors, il y a quand même des symboles. Vous vouliez parler? Pardon. Non. Il y a une symbolique qui est forte. Il y a notamment le compas, l'équerre. Alors, qui sont... la symbolique est une méthode. Hein. On ne va pas faire toute Non, non. l'étymologie des mots en parlant de symbolum, etc. Globalement, tout est symbole autour Symbolum, de nous. c'est ce qui nous rassemble, non, je crois. Non, c'est ça. Symbolum, c'est le nom du symbole chez les Grecs, cet objet que l'on C'est ce coupait en qui deux rassemble, parties. je crois. Et quand on le reconstituait, plus C'est ça. tard, plusieurs générations plus tard, on repassait de la dualité à l'unité, mais c'est une longue histoire. La symbolique, c'est la méthode. C'est-à-dire, c'est une méthode, un langage pour tous les francs-maçons à travers le monde, même s'ils ne pratiquent pas la même langue, même s'ils ont une culture différente, une religion différente, ils ont un langage qui est commun par la symbolique, qui s'appuie à la fois sur la symbolique des outils, mais pas seulement, la symbolique astrale avec la lune, le soleil, les étoiles, etc., et d'autres symboles encore, effectivement, par lesquels on véhicule des idées, on interprète un certain nombre de thématiques. La symbolique a pour avantage de ne jamais avoir livré toutes ses significations, faute de quoi le symbole aurait perdu sa connotation, son identité de symbole, s'il avait une définition précise. C'est des choses qui sont encore actuelles, ça, ou c'est des choses un peu datées? Ces symboles, justement. Mais les symboles parlent aux hommes, aux femmes, à travers les siècles, à travers les continents, sans aucun problème. Ils sont toujours d'actualité, ils ont toujours une certaine modernité. Et d'ailleurs, la tradition n'a de valeur que lorsqu'elle associe la modernité. Justement, par rapport à la modernité, j'entendais vous parlier de loge féminine, de loge mixte. Alors, oui, on va parler Est-ce de qu'on ça, peut, intéressant. vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi Oui. Par exemple, la Grande Loge est masculine, hein? La Grande Loge est purement masculine et la Grande Loge féminine de France est purement féminine. Elle est d'ailleurs née à partir de la Grande Loge de France. On a créé de 1900 à 1939 ce qu'on appelait des loges d'adoption. On initiait des femmes qui devenaient des sœurs. Et à la sortie de la guerre, on les a aidées à pouvoir voler de leurs propres ailes et de fonder une obédience. Elles sont 15 000 aujourd'hui, c'est pas rien, parce que leur histoire est jeune, elles sont nombreuses, elles se développent de plus en plus. Pourquoi une maçonnerie masculine, féminine, Est-ce que c'est un peu mixte, tout machiste, simplement ça? parce que non, notre c'est société est totalement mixte. C'est Hein. pas dire. Si on rencontre demain un petit garçon, une petite fille, et qu'on lui dit de notre temps, il y avait l'école des filles d'un côté, l'école des garçons de l'autre, il risque de nous répondre de ton temps, c'était le Moyen Âge. La mixité est de partout, la parité en est la dimension légale, même s'il reste encore beaucoup de travail à accomplir dans ce domaine. La démarche initiatique répond d'une toute autre logique, une logique d'intimité. Le mot pudeur prend toute sa place. C'est quelque part, c'est une image, mais c'est une mise à nu de l'esprit qui va parfois beaucoup plus loin qu'une mise à nu des corps. Hein. Il faut savoir respecter ceux qui préfèrent faire cette démarche en monogenre. Et sur 185 000 francs-maçons et francs-maçonnes en France, 25 000 ont choisi une obédience mixte, Oui, c'est 160 très 000 une monogenre, alors que tout le monde connaît l'existence de tout au départ. Donc les chiffres ne disent pas tout, hein, mais il y a quand même une certaine raison à cela. Il n'y a pas de raison historique qui était, au fond, que c'était une société dominée par les hommes et que les hommes se réunissaient entre eux. Certes. Il y a quand même ce côté-là. Certes, la formation masculine a une antériorité beaucoup plus importante, mais ce n'est pas que cela. Parce que les choses peuvent bouger très vite. Hein. S'il y avait vraiment une appétence à devenir mixte, on y serait déjà passé. Hein. Mais il n'y a pas des débats au sein de la franc-maçonnerie de savoir si des loges devraient s'ouvrir, ou des obédiences devraient s'ouvrir aux femmes? Est-ce que c'est un débat qui traverse? Non, mais il y a pas mal de femmes en franc-maçonnerie. Non, mais savoir Non, mais si... par exemple, la Grande Loge, est-ce que c'est un débat qui peut traverser la Grande Loge? C'est de savoir, est-ce que vous devriez ou non admettre des femmes, ou est-ce que c'est pas un débat? C'est pas une question. À la Grande Loge, c'est pas vraiment un débat. Ah bon. C'est pas vraiment un débat. La richesse de la franc-maçonnerie française, c'est justement de donner tous ses choix. Si demain on travaille tous à l'identique, il n'y a plus de choix. Hein. On la mine par le bas. Et ça n'a pas beaucoup de sens. Non, c'est pas un débat à la Grande Loge de France.
Mais alors, parce que ceci dit, donc c'est pas un débat. Donc, ça veut quand même dire que finalement, pour les obédiences, c'est un peu comme pour les toilettes, c'est-à-dire qu'il y a celle pour les hommes, celle pour les femmes, et après, alors non, mais c'est vrai. Et c'est vrai. L'image. Et ensuite, alors vous dites, et je comprends, vous présentez la franc-maçonnerie de manière générale en expliquant qu'il y a des loges mixtes, mais dans votre obédience, ce n'est pas mixte, c'est-à-dire c'est réservé uniquement aux hommes. Alors vous faisiez référence à cette idée qu'il y a des racines qui font qu'au départ c'était plutôt réservé aux hommes parce qu'ils étaient des hommes, et on en connaît un petit peu l'idéologie. Mais pourquoi finalement dans votre obédience l'accès des femmes n'y est pas possible, même si je comprends bien que dans le même temps vous vous orientez vers ces loges mixtes, mais pourquoi finalement vous n'en êtes pas une ? Parce que c'est la volonté des 34 000 membres de la Grande Loge de travailler entre hommes, tout simplement. Hein. C'est comme ça qu'ils vivent pleinement leur démarche maçonnique. On a par ailleurs de très bonnes relations entre toutes les obédiences, en haut comme en bas. Alors en haut, tous les grands maîtres et grandes maîtresses se voient tous les mois, on déjeune ensemble. Hein. On met un certain nombre de points sur la table. Donc évidemment, la Grande Loge féminine de France, les obédiences mixtes, les obédiences masculines. Vous voyez entre obédiences. D'abord, entre dirigeants, c'est la première chose. Et à la base, et notamment en province, les temples sont les mêmes. Donc on se côtoie, on se connaît tous. Hein. Sauf que la pratique initiatique, c'est une partie de notre démarche. La pratique initiatique, certains ont choisi de la faire qu'entre hommes, d'autres ont choisi de la faire qu'entre femmes, et d'autres la font en mixité. Et puis ils sont à la pointe de la modernité. Là, on est en train de nous parler de faire des wagons réservés aux femmes, des bus réservés aux femmes, des choses réservées. Donc eux, ils restent. Et je trouve ça très bien. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est tout à fait logique. Je veux dire, comme un club anglais, les clubs pour c'est pas la même logique. Hein, c'est pas tout à fait la même logique, je vois ça. Et ceci dit, est-ce qu'un débat qui pourrait être ouvert en interne sur la mixité de votre obédience est acceptable ? Oui, mais on fait quand même, on a des statistiques là-dessus. Hein. Un débat où un petit pourcent va être favorable à la mixité, on le sait par avance. Ah oui, non. C'est très faible. Parce qu'ils ont fait le choix au départ. Ils pouvaient rentrer tout à fait. Ils peuvent même encore le faire. C'est-à-dire, on peut changer d'obédience. Quelqu'un qui voudrait chez nous travailler en mixité, il suffit qu'il passe, par exemple, à la Fédération française du droit humain et il est en mixité. Donc rien ne l'arrête, rien ne l'empêche. Hein. Toutes les possibilités existent. C'est comme s'il y avait plusieurs films dans un ensemble de cinéma, et que l'on choisit d'aller en voir un, et on s'y ennuie un petit peu, on peut aller voir un autre. Voilà, donc je veux simplement dire que personne n'est obligé d'aller dans un esprit de liberté assez sympathique. Total, on va où on a envie d'aller. Plaisant, donc celui qui veut... On a déjà des gens qui ont changé d'obédience. Hein. D'ailleurs, on sort plus facilement de la franc-maçonnerie qu'on y rentre. Hein. Ah ben c'est clair, quand on a des questions sur est-ce que la franc-maçonnerie est une secte, c'est une question de rêve, hein, lorsqu'elle est posée. C'est exactement l'inverse, hein. Je ne sais pas si vous avez un proche qui est rentré dans un mouvement sectaire. Pour entrer, c'est facile, hein, surtout si en plus on fait un petit chèque par-dessus, ça plaît beaucoup. Mais pour en sortir, pour l'aider à en sortir, c'est des fois terrible, c'est des drames familiaux. La maçonnerie, c'est l'inverse. C'est très long pour entrer, des enquêtes, des auditions, des tas de trucs. Voilà, pour en sortir, une feuille blanche, une démission, elle est actée immédiatement. Voilà. Mais donc c'est la liberté. Peut-être qu'on peut raconter. Alors, il y a plusieurs grades. Il y a l'apprenti, il y a le compagnon, il y a le maître, le grand maître ensuite. Oui, c'est pas exactement comme ça, mais c'est une démarche progressive et graduelle. Progressive, en tout cas. On commence les obédiences, apprenti, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Les obédiences travaillent en 3 degrés, apprenti, compagnon, maître. Il y a des degrés ultérieurs, mais c'est une structure séparée. Hein, donc c'est pas celle qui est connue. Tout le monde démarre apprenti. Tout le monde démarre apprenti. Vous-même, vous avez commencé comme apprenti. Comment ? Vous-même, vous avez commencé comme apprenti. Tout le monde. Ouais. Alors, justement, il y a eu un président de la République, Giscard d'Estaing, pour ne pas le nommer, qui voulait bien devenir franc-maçon, mais qui ne voulait pas passer par le stade d'apprenti. Parce que je crois que quand on est apprenti, pendant 1 an ou 1 an et demi, on ne peut pas prendre la parole pendant les réunions. Tout à fait. Et cela est même présenté comme un privilège. Alors, je vous explique pourquoi un privilège. On assiste à tout, on voit tout, on entend tout, on remarque tout, et on n'a pas à se positionner. Souvent, dans un débat, on est plus à ce qu'on va dire qu'à l'écoute de ce que l'autre est en train de dire. L'apprenti sait qu'il n'aura pas parlé, donc il écoute. Il observe tout, il voit par exemple telle ou telle intervention en disant tiens, elle est pas mal, mais quelques interventions plus tard sur la même thématique, il va voir les paramètres qui n'avaient pas été incorporés à la réflexion. Il va se dire tiens, si j'avais dit, j'étais prêt à dire la même chose, mais il faudra que je peaufine un petit peu ma réflexion. Et lorsque je serai autorisé, dans le degré d'après, à prendre la parole, le compagnon, bien entendu, il faudra que j'amène de la valeur ajoutée. Il ne faut pas que je parle à tour à travers pour simplement dire que j'existe. Il faut que j'apporte quelque chose à la réflexion du groupe.
Et on peut rester apprenti très longtemps si jamais quelqu'un personne qui est s'aperçoit assidu, non, quelqu'un non, parce qu'on nous donne des travaux à effectuer, et quand ces oui. travaux donnent satisfaction, d'accord. eh ben on franchit les degrés, on est apte pour connaître la suite de la démarche. Oui, Mitterrand aussi, l'honnêteté, vous allez dire Giscard, certes, mais Mitterrand aussi voulait être... C'est ce qui s'est répandu énormément. Là, vous voulez me faire dire, vous voulez me fâcher avec tous les partis politiques. Non, mais c'est une sorte d'objectivité, c'est-à-dire que Giscard, oui, mais Mitterrand aussi. Il y a eu énormément de présidents de la République française qui ont été formation et obligatoirement qui sont tous passés par la case apprenti. Voilà. Alors justement, parce qu'on en parle beaucoup, peut-être des rapports avec la politique, peut-être que vous avez des questions à poser là-dessus ou des réflexions à faire. Il y a eu une grande influence de la franc-maçonnerie sur la politique, notamment sur la Troisième République, avec le Parti radical, etc. On a l'impression que l'influence est moindre aujourd'hui, mais est-ce que c'est une impression? Est-ce que c'est alors tout d'abord, on a prêté à la franc-maçonnerie beaucoup de réalisations, y compris celles qui étaient complètement étrangères. La franc-maçonnerie n'a pas, en tant que telle, pondu des lois. Elle a simplement été un laboratoire de réflexion. Laboratoire de réflexion, et puis ensuite des hommes qui étaient francs-maçons, des hommes, des femmes bien évidemment, qui étaient francs-maçons ou qui ne l'étaient pas, ont porté sur les fonds baptismaux de la République les lois en question. Voilà. Mais lorsqu'on a un peu cherché, lorsqu'on a creusé, on a vu que ces lois provenaient des réflexions sur plusieurs décennies de la franc-maçonnerie. On travaille dans l'intemporalité, c'est-à-dire le premier lobbyiste qui soit en fait. Peut-être, oui. Oui. Alors, on travaille dans l'intemporalité, c'est-à-dire tout simplement, on ne se fixe pas un objectif dans le temps. Aujourd'hui, les gens veulent des réponses immédiates à toute forme de questions. C'est totalement à l'inverse que fonctionnent les loges maçonniques. On se dit, je participe à une réflexion, je n'en verrai peut-être jamais l'aboutissement, mais d'autres porteront le projet final au-delà de ma propre existence. Comme un petit peu les constructeurs de cathédrales, celui qui en dessinait les purs ne voyait jamais la pose de la flèche finale, et inversement, celui qui la posait n'avait pas connu non plus celui qui avait imaginé le projet. Voilà, on fonctionne de la même façon. Mais, pardon, il y a des demandes aujourd'hui ou des interrogations par rapport à l'utilité de la franc-maçonnerie aujourd'hui, puisqu'il y a une part de mystère malgré tout. D'ailleurs, c'est bien entretenu dans les marronniers journalistiques. Oui, tous les ans, on voit bien tous les ans la même période. Exactement. Qui sont les francs-maçons? Et très souvent, la question qui revient, mais ça sert à quoi? Alors, vous avez donné une partie de réponse par rapport à ces réflexions qui sont faites en laboratoire, dans une forme de laboratoire. Je trouve ça très intéressant. Mais peut-être qu'aujourd'hui, est-ce que véritablement, on ressent la franc-maçonnerie comme quelque chose d'indispensable, de nécessaire, comme ça a pu l'être plus par le passé? Alors, ça répond un peu à la question. À la question, ça sert à quoi? Je dirais que je n'ai pas encore donné l'essentiel. Ça sert à des hommes, à des femmes, de leur apporter leur propre réponse à la question du sens de la vie, de leur existence, dans une volonté de dépassement d'eux-mêmes, le dépassement de soi. C'est des hommes, des femmes qui se sont dit, je suis comme tout le monde, très imparfait, mais j'ai envie d'améliorer un certain nombre de choses, et je sais que je pourrais le faire. C'est une démarche individuelle, mais par le groupe, par les autres. Les autres qui fonctionnent comme des miroirs et nous retournent notre propre image, pas tout le temps agréable à découvrir, mais qui nous permettent aussi de travailler sur nous-mêmes. Ça, c'est la raison principale d'une démarche maçonnique. Au-delà de cette raison, les jeux maçonniques travaillent autour d'un certain nombre de thématiques dans les loges, extérieurement aux loges, dans des commissions. Je parlais tout à l'heure de la Commission nationale d'éthique, Commission des droits de l'homme, une nouvelle commission qui s'est créée au mois de juin, Le monde qui nous entoure, tout simplement, où les francs-maçons peuvent venir librement y travailler de toute loge, et où on fait venir. Alors là, dans ces commissions, il y a des francs-maçons, des francs-maçonnes. Là, c'est totalement mixte dans ces commissions. On va faire venir des profanes, donc des non-maçons, en auditeurs, mais aussi en conférenciers, des sachants, en intervenants, parce qu'effectivement, il y a des choses importantes à nous dire. Donc, on va faire venir des juristes, des scientifiques, etc. Mais pas des femmes. Même des femmes. Oh là là, c'est dramatique. Non, mais, alors, quand vous parlez de travail, par exemple, c'est quoi? C'est des travaux écrits? C'est des conférences? Alors, c'est des travaux, bien sûr, qui sont écrits, qui sont réfléchis, qui sont... Voilà, et puis à chaque tenue, chaque réunion, donc 2 fois par mois, 2 francs-maçons de la loge, 2 membres de la loge vont présenter ces travaux qui vont être suivis d'un débat où les autres vont pouvoir à tour de rôle intervenir. Alors c'est pas un débat polémique, on se coupe la parole, etc. Il n'y a toujours qu'une personne qui parle à la fois. Elle demande l'autorisation, elle s'exprime. Quand elle a fini, elle dit 2 mots qui signifient qu'elle a terminé son propos. Et seulement un autre peut demander à son tour la parole. Donc une écoute totale. Que nous sommes face à quelqu'un qui est un petit peu timide, introverti, ou face à quelqu'un qui est très volubile, l'écoute est exactement la même pour tous les membres. C'est un peu comme ici.
Je trouve qu'ici, on ne se coupe pas trop la parole. Ce n'est pas toujours le cas sur les plateaux télévision, mais voilà. On est notre jour de compagnie, oui, Jean-Baptiste. Non, parce que vous nous interrogez sur l'influence de la franc-maçonnerie sur la politique, mais on pourrait inverser la question et s'interroger sur l'influence de la politique sur la franc-maçonnerie. Parce que en vous écoutant tout à l'heure, vous disiez que dans les différentes obédiences, certaines étaient plus proches de la dimension sociétale, d'autres plus proches de la dimension spirituelle. Et en parlant de votre obédience, vous disiez que vous étiez à mi-chemin des deux. Donc je me demandais si finalement celle qui était plus proche du niveau sociétal était plutôt à gauche, celle plutôt au niveau spirituel plutôt à droite. Est-ce que vous seriez un peu le Bayrou de la franc-maçonnerie, vous voyez son ami Bayrou. C'était l'approche que j'avais avant de rentrer en franc-maçonnerie. D'ailleurs, moi qui étais, alors je vous dis, il n'y a rien à cacher, j'étais gaulliste, donc j'étais à l'époque au RPR, jeune, et je voulais rentrer au Grand Orient parce que j'avais lu que c'était une obédience plutôt à gauche, et moi j'aime être immergé dans un milieu qui m'est pas familier. Ça, on a de l'autre dit, le Grand Orient à gauche et la Grande Orient à droite. Donc, je voulais rentrer au Grand Orient en me disant, moi je travaillerai au milieu de personnes qui ne fonctionnent pas comme moi, donc ils vont m'apporter beaucoup plus que des gens qui fonctionnent à l'identique. C'est pas une démarche maçonnique n'étant pas une démarche de confort. Et puis j'ai rencontré deux francs-maçons du Grand Orient, qui étaient des anciens d'une génération avant la mienne, et qui étaient au Grand Orient de France. Voilà. Et ils m'ont dirigé, après plusieurs entretiens, vers la Grande Loge de France. Je ne comprenais pas tellement pourquoi, je les suis après. Ils m'ont dit, tu avais mis la frontière de façon politique, c'est pas une bonne frontière, qu'on soit de droite ou de gauche, peu importe, ça ne joue pas. L'approche sociétale est d'un côté, l'approche philosophique et spirituelle de l'autre. On sentait que tu avais une appétence spiritualiste. Et après, j'ai bien remarqué qu'à la Grande Loge de France, il y a aussi bien des gens qui ont une sensibilité à gauche que des gens qui ont une sensibilité à droite. Ça, c'est totalement secondaire. Et il y a aussi, à la Grande Loge, il me semble, vous me reprenez si c'est pas vrai, des croyants et des non-croyants. Totalement. Il y a même le Grand Orient étant plus laïque, non plus... Au niveau des croyances, il y en a peut-être un peu moins au Grand Orient, c'est un fait. Mais il y a des gens qui pratiquent une religion. Moi, dans ma loge, il y a des gens qui vont à la messe le dimanche, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a des gens qui sont complètement athées. Il y a des deux, on cohabite parfaitement. L'essentiel de nos relations ne se situant pas à ce niveau-là non plus. Et qu'est-ce que ça prend comme temps, alors, d'être franc-maçon ? Alors, en réunion, à proprement en parler, je dirais 2 réunions par mois environ. Ça peut aller jusqu'à 3. Mais, comme on le dit, il y a un symbole, c'est une règle, à 24 divisions, les 24 heures de la journée, tandis qu'un franc-maçon devra s'y employer pendant 24 heures. Donc c'est tout au long de son existence dans le quotidien. Oui. Mais concrètement, de réunions, de soirées. À quelle heure on va se voir pendant 2h30, 3h. D'accord, 2 fois par mois. C'est ça. Vous avez l'impression que vous avez changé depuis le moment où vous êtes rentré comme apprenti? C'est peut-être à mon épouse qu'il faudrait poser la question. D'accord, je le ferai alors. Disons que moi, je me prononcerai plus sur d'autres personnes. J'ai effectivement vu beaucoup de gens évoluer. Alors, il y a quand même un truc, on parlait de religion, mais là, je vais parler de sacré, non pas de religion. J'ai vu un certain nombre de personnes rentrer en franc-maçonnerie à la Grande Loge de France, totalement athées, se disant athées. Et puis au bout de 10 ans, 15 ans, alors par là, ils m'ont dit non, le mot n'irait plus. Et j'ai maintenant une appétence vers le sacré qui est importante. La franc-maçonnerie m'a sensibilisé à la notion de sacré. Tous, sans exception, m'ont dit ça. Donc la franc-maçonnerie amène les gens vers le sacré plutôt que les en éloigne. Voilà. Le sacré, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas forcément dire un autre monde. Le sacré, c'est la vie. Il y a un créateur, il y a un... Le sacré, c'est ce que vous voulez mettre derrière. On travaille à la gloire du grand architecte de l'univers. Certains y verront le Dieu de leur foi, de leur religion. D'autres y verront simplement la pluralité des spiritualités. D'autres encore y verront l'homme, la vie, tout simplement. Le sacré, c'est ce qui a de la valeur à vos yeux et ce qui transcende un petit peu tout le matérialisme. Voilà. Vous comprenez que la franc-maçonnerie puisse faire peur? Lorsqu'on n'est pas informé de ce qu'elle est, oui. C'est pour ça que moi, je me multiplie en conférences. J'en ai fait 80 en 2017. Hier au soir, j'étais à Sarlat, demain à Guebwiller en Alsace. Et c'est surtout une volonté de transparence pour répondre aux questions que tout un public peut se poser. On a peur quand on ne connaît pas. C'est l'ignorance qui est à l'origine de tous nos maux. Et ayant été auditionné par l'Assemblée nationale il y a 2 ans et demi, j'avais dit que j'étais pour l'intensification de l'enseignement du fait religieux dans l'école de la République. Ça m'a un peu surpris. Le fait religieux, c'est pas la religion, c'est en quoi les religions ont participé à façonner nos sociétés
Et je pense que c'est lorsque les gens, et notamment les jeunes, se connaîtront mieux dans ce qu'ils sont, leur culture, leurs origines, qu'ils s'accepteront beaucoup mieux et qu'ils verront le vivre ensemble prendra sa vraie dimension. Aujourd'hui, c'est ne pas se connaître, avoir peur l'un de l'autre, qui est à l'origine de tous nos problèmes. Mais alors, en fait, comment vous qualifiez ça? C'est un mouvement, On dit que c'est une société initiatique. Voilà, très intello quand même. Même si vous en défendez, parce que vous avez toujours à dire... oui, on a des pâtissiers... Toutes les classes sociales sont représentées. On a des pâtissiers, on a des maçons, c'est le cas de le dire, mais sinon, c'est quand même quelque chose de très intellectuel, non? L'intellectuel est un élément important, mais j'ai remarqué aussi que les pâtissiers qui rentraient chez nous, surtout s'ils rentrent jeunes, effectuent un vrai travail sur eux-mêmes. Quand on les voit 20, 30 ans plus tard, ils ont des fois dépassé de très loin tous les universitaires de nos loges. Et qui se sont reposés un petit peu sur les acquis, sur les diplômes, etc. Ils n'ont pas essayé de se remettre en question dans des domaines qui n'étaient pas leur domaine de prédilection. Ça, on le note souvent, et c'est même eux qui le notent. J'ai beaucoup d'universitaires qui me disent « mais c'est terrible, ce type a évolué en 25 ans sur tous les sujets, il est beaucoup plus qualifié que moi. » Et je dis « oui, mais toi, tu n'as pas travaillé. Hein. La différence, elle est là. Hein. » Bon, je note quand même que quand on parle d'intellectuel, on parle d'universitaire. Donc, oui, c'est vrai, vous êtes sauvé. Mais je me permets de revenir sur ce qui avait été dit tout à l'heure, puisque par rapport à la question de la peur de la franc-maçonnerie, et c'est vrai que quand on avait commencé l'émission, vous disiez justement, et je le comprends parfaitement, qu'on ne peut pas bien comprendre et connaître la franc-maçonnerie uniquement à partir de ce qu'on peut en lire, et qu'il faut vivre l'expérience pour bien la connaître. Et par rapport à cette peur, vous expliquez qu'en fait, on l'a finalement parce qu'on ne la connaît pas et parce qu'on ne s'intéresse pas à elle et qu'on n'assiste pas à vos conférences ou à vos publications. Mais finalement, cette peur, elle est aussi liée au fait qu'on n'y est pas et que finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas la comprendre si on n'y est pas, finalement, d'une certaine manière. Donc comment, en fait, régler ce conflit et cette contradiction Tout d'abord, la peur, elle peut tomber par l'exemple donné. Quelqu'un qui se comporte bien dans sa vie de tous les jours et dont on sait qu'il est franc-maçon, la peur, elle va un peu tomber. Hein. Moi, j'ai rencontré des gens qui me disent « moi, j'ai rien contre la franc-maçonnerie ». D'ailleurs, le maire de notre ville est un franc-maçon notoire, tout le monde le sait. C'est quelqu'un qui est exceptionnel, qui a une écoute des populations, etc. Si c'est ça la franc-maçonnerie, il n'y a vraiment aucune crainte à avoir. Donc ça, je l'ai vu, et la personne en question qui me disait ça n'était pas allée creuser par des livres ou des conférences le sujet. Voilà. Donc l'exemplarité, je pense que c'est un élément clé de la franc-maçonnerie, et c'est en cela que... C'est toujours pareil, hein. On parle toujours que des trains qui n'arrivent pas. Mais il y a eu des affaires, oui, justement. Voilà. Alors, il y a eu des affaires, j'allais venir. Voilà. C'est toujours les deux, trois canards boiteux qui vont faire mal parler d'une société, même si la quasi-totalité des autres se comportent relativement bien. Voilà. Mais est-ce que, parce que la question est simple, si jamais, parce que c'est arrivé, on a lu des affaires comme ça, si jamais vous avez un frère, hein, on dit comme ça, qui est qui pourrait être poursuivi, est-ce que vous avez plutôt tendance à le protéger ou à laisser faire les choses, la justice, comme elle doit passer? Alors on a une justice maçonnique, on va dire disciplinaire, ce sera plus simple. Ah oui, de ça. Voilà, et qui là, effectivement... Je parle de la solidarité, de l'entraide, peut-être. La justice maçonnique radie des frères qui sont mal comportés. Hein. On ne juge pas selon les mêmes critères que la justice de la République. La justice de la République, c'est la justice de la faute. La justice maçonnique, c'est la justice de l'éthique. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? La différence, c'est que, par exemple, un plombier zingueur, puisque monsieur a pris l'exemple du manuel, un plombier zingueur qui fait très bien son métier, mais qui gère mal ses papiers, et qui n'envoie pas à l'URSSAF, aux différentes administrations, les documents en temps en ordre, peut être poursuivi par la justice de la République et être condamné. Pour nous, il n'a pas commis de faute éthique. On ne va absolument pas le condamner. À l'inverse, ce qu'on appelle parfois, de façon populaire, les délinquants en col blanc, peuvent tout à fait se voir des faits reprochés, faits avérés, et par un avocat de qualité qui trouve le vice de forme, ne pas être condamné par la justice de la République. Nous, si les faits sont avérés, il sera radié immédiatement. Voilà. Donc là, on est beaucoup plus sévère dans le deuxième exemple. Voilà, donc non, on ne protège pas quelqu'un. Parce que je me souviens, par exemple, vous vous souvenez du procureur Montgolfier qui était dans la fameuse affaire au MVA, mais qui était devenu procureur général, je crois, à Nice, avait fait des déclarations en disant mais la justice, on ne peut pas rendre la justice à Nice parce que elle est tenue par les francs-maçons.
Et il avait raison. Non, non, mais c'était pas de parler formation. C'est tenu par des formations d'une obédience particulière qui n'est pas la nôtre. On était ulcérés, qu'il y ait une confusion qui puisse être effectuée. J'ai rencontré plusieurs fois d'ailleurs monsieur de Montgolfier, oui, qui m'avouait avoir ses 2 meilleurs amis francs-maçons à la Grande Loge de France. Je l'ai découvert parce qu'il me l'a dit. Hein. Il m'a dit, moi j'ai rien contre la franc-maçonnerie, j'ai contre les comportements qui sont illicites. Et ce qui s'était passé à Nice, c'était totalement inacceptable. On avait par exemple un juge qui se procurait des renseignements de choses privées pour les recrutements de l'horloge. C'est totalement interdit, ce genre de choses. Donc ce que Montgolfier a fait dans les Alpes-Maritimes, il a eu raison de le faire. Et on soutient totalement cette action. Là, c'est des comportements, du coup, individuels. Individuels, totalement individuels. Mais alors, est-ce que les francs-maçons, vous vous reconnaissez tous, par exemple, sans aucun souci? Par exemple, est-ce que notre ami, pendant son conseil municipal à Plaisir, je ne sais pas combien il y a de membres au conseil municipal, 35, non? Bon voilà, est-ce que toujours 39, est-ce que tout d'un coup elle peut dire, après une discussion, elle peut dire, bah sur les 39, il y en a 4 qui sont francs-maçons, ou elle peut se... Non, parce que c'est secret. Donc, non, mais si, quand un franc-maçon veut se faire reconnaître par un autre, il en a tous les moyens, et sans que personne s'en rende compte. Bien évidemment. Voilà. Il suffit dans une conversation, même dans une phrase, une discussion, de glisser un mot. Mais il y a des mots qu'on emploie d'une façon ordonnée. Le franc-maçon, tout de suite, aura... Ah oui, il y a des codes. Oui, immédiatement. Ah oui. Voilà, immédiatement. C'est-à-dire, à condition de parler la langue, je me retrouve demain au Japon, je suis dans un conseil d'administration, et je veux savoir s'il y a des francs-maçons, je vais glisser un mot, et dès que la réunion est terminée, ils vont me voir, ils savent que j'en fais partie, bien entendu. Ça a toujours été. Ça, donc là, par exemple, on ne se connaît pas, mais par exemple, vous sauriez très vite qui parmi nous 4 est franc-maçon, ne l'est pas. À condition que le mot franc-maçon ait envie de s'identifier. Oui. Parce que s'il ne veut pas, il va le garder pour lui. Oui. Mais s'il le veut... On aurait du mal à comprendre que face à vous, il essaie de se cacher quand même. Si monsieur était franc-maçon et veut s'identifier, il a glissé un mot dans la conversation, je le sais déjà, bien évidemment. Ok. Voilà. Bon. Parce que vous ne connaissez pas, évidemment, tous les gens qui sont... même les membres de la Grande Loge, j'aurais du mal à connaître les 34 000 membres. Mais quel peut être l'intérêt, justement, pour des francs-maçons de s'identifier dans ce que vous appelez le monde profane, c'est-à-dire en dehors de la loge? Parce que ça, c'est ça qui m'interpelle. Et notamment, ce qui m'interpelle aussi, c'est le fait que vous avez donné comme exemple un conseil d'administration dans une société. Oui. La question de savoir si vous voulez savoir s'il y a des francs-maçons au conseil d'administration. D'établir une proximité entre eux, et dans la proximité, peut-être l'un faisant valoir à l'autre, en aparté bien évidemment, l'intérêt d'un projet, l'autre l'ayant pas forcément vu. Ils vont beaucoup plus s'ouvrir, ils ont une confiance beaucoup plus forte entre eux. Donc il va dire, attention, là, le projet semble compliqué, mais il est quand même d'intérêt public, et je vais te donner des éléments que tu n'as pas encore, qui ne nous ont pas été dévoilés. Voilà, c'est par exemple cette chose-là. Ça sera toujours pour l'intérêt général qui vont se dévoiler, pas pour l'intérêt particulier. Ça n'a pas de sens. Donc dans un conseil d'administration d'une société, puisque le logique est d'intérêt privé, c'est pas le cas dans lequel un franc-maçon chercherait à s'identifier par rapport à ses homologues. L'intérêt privé, l'intérêt de la société, ça devient bien l'intérêt collectif de tous les gens qui appartiennent à la société. Pareil, le conseil municipal, encore plus le conseil municipal. Ouais. Oui, mais parce qu'une société a un but lucratif. Vous voyez, dans un conseil municipal, il peut y avoir des tendances différentes au niveau des partis. Avec un franc-maçon qui sont dans une partie de gauche, un franc-maçon qui soit dans une partie de droite, par exemple. Quand ils vont s'identifier, ils vont travailler différemment. Je vous donne un exemple qui va être fort. J'étais à Annecy, et personne ne retrouvera les personnes, ça remonte à très vieux. J'avais dans ma loge deux frères. L'un était le responsable du RPR à l'époque, et l'autre était le responsable ça doit être les Républicains indépendants, c'est ça. Ils s'entendaient bien, ils étaient tous les deux membres de la franc-maçonnerie, ils étaient à droite. Et puis un jour, je leur dis, vous m'amenez pas souvent du monde, pourtant vous les politiques, vous voyez, et ils me disent, on n'a pas des gens bien terribles autour de nous, ils n'ont pas les valeurs qu'on a, ils voient que leur intérêt personnel est d'être reconduit à l'élection suivante. On n'a qu'un type qui est exceptionnel, c'est le leader du Parti socialiste, donc l'opposition. Ça, c'est un type d'éthique remarquable. Je leur dis, il faut me l'amener celui-là. Ils l'ont amené, ils l'ont parrainé. C'était effectivement un type exceptionnel. Voilà. Et ils étaient allés chercher le type du parti totalement opposé, c'était la valeur de l'homme qui les intéressait. Voilà. Donc, mais de travailler ensemble en se faisant reconnaître, c'est se dire l'intérêt supérieur va au-delà des consignes que vont nous donner nos partis. On doit avant tout faire grandir notre société. Et on travaille pour un pays, on travaille pour des valeurs. Donc ils vont aller des fois au-delà et contourner les consignes que les partis donnent. Il y a par exemple à l'Assemblée nationale ce qu'on appelle une fraternelle. Bien que je ne sois pas très partisan des fraternelles, c'est des rassemblements d'hommes, de femmes autour d'un intérêt commun. Mais il y a beaucoup de fraternelles professionnelles. Je suis limité dans
dans mon approche, dans mon acceptation, mais la fraternelle parlementaire, il y a des francs-maçons et francs-maçonnes du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ils sont de tous les partis. Souvent, sur un projet d'intérêt, mais là je dévoile peut-être quelque chose, ils se sont dit, au-delà des consignes que donne le parti, quel est l'intérêt de la nation par rapport à ce projet? Et c'est ça qui va les guider dans leur vote derrière. Il y a combien on sait combien il y a dans la confrérie? Combien il y a de fraternelles parlementaires? Oui, de fraternelles parlementaires. C'est à peu près un petit tiers des élus. Ah, quand même. Oui, quand même. À l'Assemblée entière. Ouais. Et au Sénat, pareil? Pareil. Ouais. Et ça a changé avec le renouvellement de l'Assemblée? Ça ne change pas. Ça ne change pas. Mais est-ce que ces fraternelles dont vous faites Un mention tiers, c'est beaucoup quand même. Ouais. Hein? ne viennent pas finalement révéler que ces hommes et ces femmes politiques ne sont pas dans leurs partis respectifs en pleine cohérence avec leurs idées, puisqu'ils sont, dans le cadre de ces fraternelles, susceptibles de dépasser l'intérêt du parti pour prendre la considération d'un intérêt différent et donc arriver à une forme de contradiction. J'ai entendu des phrases, par exemple, de certains francs-maçons parlementaires me disent telle personne, telle femme, tel élu, c'est une sœur. On peut aller parler avec elle entre nous, elle nous dira tout ce qu'il en est vraiment, parce que nous, on ne se cache rien entre nous. Voilà. Mais donc, après, on sera mieux éclairé sur le projet. C'est plus fort donc que l'adhésion partisane. Un franc-maçon est juré de donner sa vie pour un franc-maçon en danger, même s'il ne le connaît pas. C'est l'engagement du premier jour. Donner jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Voilà. Ça peut paraître symbolique, hein, on va dire. C'est pour ça qu'on soupçonne parfois qu'il y ait des interventions. Donner la dernière goutte de son sang pour défendre les valeurs de l'éthique de la République, pas pour défendre n'importe quoi. On ne va pas donner la dernière goutte de notre sang pour défendre un comportement qui est ignoble, certainement pas. Est-ce qu'il y a des partis politiques plus maçons compatibles que d'autres? Oui. Oui. Les partis extrémistes, il y a pas beaucoup de francs-maçons. Très peu. Par exemple, est-ce que la Marche est plus maçon compatible que Feu le PS ou non. Par exemple, le PS, En Marche, les Républicains, il y a des francs-maçons de façon égale dans tous ces partis. Front National, il n'y en a aucun? Comment? Front National, aucun? À ma connaissance, Votre connaissance? Joséphine Colmenares-Berger, en tant que, je sais pas, maire ou vice-président maire de Plaisir ou vice-présidente du Conseil général, est-ce que vous avez affaire à des francs-maçons en tant que tels? Oui, j'en connais parce que il y a des personnes qui le disent, parce qu'ils souhaitent le dire. Et je pense que c'est parce que aussi, comme vous l'évoquiez, il y a une démarche au-delà des partis qui fait que parfois, sur certains projets, il y a des échanges qui sont des échanges, je dirais, d'ouverture pour un intérêt général. Et on ne peut pas dire que, bien sûr, ce soit évoqué dans le cadre d'un conseil municipal, bien évidemment que non. Mais on sent cette proximité dans certains secteurs et dans certains, je dirais, dans certaines orientations de projets, bien sûr, on le sent. Et parfois, il y a des approches qui sont, je dirais, intéressantes, puisque quand les personnes sont, comme vous l'évoquez, des personnes qui ont cet intérêt général et qui savent dépasser le parti, quel qu'il soit, la démarche est complètement différente par rapport à ce que l'on est en train de faire. Bien sûr. Sur les sujets sur lesquels vous réfléchissez, alors, il y a eu beaucoup d'interventions justement de la franc-maçonnerie sur les sujets éthiques. Là, il va y avoir, par exemple, il y a 556 députés, je crois, qui demandent une loi sur la fin de vie. Je me souviens du sénateur Caillavet, qui était, je crois, membre du Grand Orient, enfin, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, mais je crois que c'est un sujet sur lequel beaucoup de francs-maçons ont travaillé. C'est souvent ça, des sujets éthiques, Oui, et puis alors, ces commissions, c'est des commissions nationales. Lorsqu'elles se réunissent régulièrement, les francs-maçons et francs-maçonnes de toutes les obédiences sont présents. C'est-à-dire là, on est tous ensemble. D'accord. On n'est plus dans la partie initiatique, qui est la partie personnelle, etc. Mais on est ensemble, on travaille ensemble. Donc là, il n'y a pas du tout de frontières. Ça, faut le savoir. Il y a un grand débat aujourd'hui qui traverse la société, c'est celui de la laïcité. Là aussi, c'est un débat qui est très cher aux francs-maçons, non? Oui, alors la laïcité, on ne voit pas la laïcité de la même façon, mais c'est bien ainsi, parce que quand on se rassemble, c'est complémentaire. La laïcité à la Grande Loge de France passe pas forcément par des interdits. Elle va passer par le donner envie, le mieux se connaître, etc. Tout à l'heure, je disais, l'enseignement du fait religieux
dans l'école de la République, de façon que, par exemple, le petit musulman connaisse exactement ce que représente sa culture, sa religion, mais que le petit chrétien, le petit juif, ou celui qui n'a pas de religion, le connaissent de la même façon. Quand on commence à se connaître, on est beaucoup plus imperméable à toutes les sottises qu'on peut nous dire par certains médias. Notamment aujourd'hui, les blogs ont une présence énorme dans notre information, et malheureusement, un certain nombre de blogs racontent tout et n'importe quoi. Donc moi, je crois beaucoup à l'école, le fait qu'elle soit réformée. On a, à la Grande Loge de France, fait venir à des occasions particulières. Jean-Michel Blanquer qui est venu. Il est venu, c'était le président du dernier dîner de la Grande Loge de France cette année. Voilà. Il a eu un discours qui a énormément séduit l'assistance. Il y avait beaucoup de journalistes qui étaient présents. Et puis peut-être que la présence de M. Blanquer faisait en fait un peu plus que d'habitude. C'est important, on travaille en corrélation avec et les milieux politiques et la presse. Parce que la presse, l'information, c'est capital. Et si la presse a vraiment de la matière fiable, les reportages, la communication seront de meilleure qualité, tout simplement. Oui, je repense à ce chiffre, un tiers, ce qui est beaucoup, mais on peut comprendre aussi qu'il y a un certain lien entre des gens qui veulent travailler dans la franc-maçonnerie et puis des gens qui se dévouent pour le bien public, enfin des élus. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut être très commun. Bien sûr, et puis on travaille aussi avec beaucoup de gens qui ne sont pas des francs-maçons, mais qui partagent notre idéal et nos valeurs. On parle souvent de francs-maçons sans tablier, c'est de la phrase qu'on en a lu un peu de partout. Le tablier, c'est ce qu'il appelait la tenue, c'est ça, le tablier, c'est parce que dans les réunions en tenue, on a des tabliers. Oui, le tablier, c'est un petit peu en référence au constructeur de cathédrale, au tailleur de pierre qui portait le tablier en travaillant. Vous pouvez comprendre que ça intrigue, oui, ça fascine. Il y a quand même un côté, on est en 2018, de voir des gens avec un tablier. Mais dans le tablier qu'ils mettent en privé dans nos réunions, ils ne mettent pas ça dans la rue. Hein. Les élus de la République, les charpes blanc-rouge. Ce ne sont pas comme les sapeurs de la Légion, j'ai bien compris, mais ça reste quand même quelque chose d'emblématique. Là, on se dit, tiens, on a affaire quand même à une congrégation, une secte, un groupe, enfin qui est quand même qui a un costume, qui a un uniforme. Voilà, on comprend que ça interpelle les gens, non? Oui. Quand on est franc-maçon depuis un certain nombre d'années, on ne s'interpelle plus du tout. C'est pas commun de mettre un tablier pour discuter quand même. Oui, c'est un petit peu une façon de se déconnecter de la vie de tous les jours. On dit, et c'est une phrase à nous, quand on rentre dans une loge maçonnique, on ne parle pas tout de suite de nos sujets. On ouvre toujours les travaux avec un rituel d'ouverture. C'est comme un sas de déconnexion. Après seulement, on traite les travaux. Et un rituel de fermeture, on retourne dans le monde de tous les jours. Alors on dit qu'on laisse nos métaux à la porte du temple. C'est quoi nos métaux? C'est vous qui êtes éditeur, c'est madame qui est élue, etc. Monsieur qui est maître de droit, etc. Donc on a tous... On le dépose, que le type soit président du conseil général ou boulanger-pâtissier, comme on l'a dit tout à l'heure. Il est un homme avant tout, il est plutôt ça. On se retrouve tous au même niveau. Exactement. Donc le tablier, c'est aussi une forme d'uniformité. On porte le même tablier, que l'on soit président de la République ou plombier zingueur. On est légal les uns les autres, et c'est important. Voilà. Non, moi je trouve que ça a plutôt une vertu qui nous forme à accepter l'autre dans sa différence qu'autre chose. Il y a un grand écart entre ce que vous évoquiez tout à l'heure et qui interpelle toujours les personnes qui sont assez éloignées. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure par rapport à Vichy, par rapport à tout ce qui s'est passé pendant la guerre concernant la franc-maçonnerie, qui peut faire apparaître la franc-maçonnerie comme étant, je dirais, des gens un peu persécutés, qui l'ont été en tout cas, et qui aujourd'hui sont toujours dans cette réserve pour justement ne plus être confrontés à ça. Et puis de l'autre côté, je dirais, sur le grand écart, si je peux me permettre, c'est l'intérêt général, c'est ce que vous évoquiez par rapport justement à la laïcité, par rapport au fait que les gens doivent apprendre à se connaître, c'est-à-dire cette grande humanité par rapport à ça. Donc c'est ça qui est à la fois étonnant, inquiétant et en même temps rassurant, je dirais, parce que ça se rapproche, et Patrice le disait tout à l'heure, mais les élus, certains élus font des choses très similaires. C'est-à-dire, quand vous évoquiez tout à l'heure le fait de faire se rencontrer les gens pour qu'ils apprennent à se connaître, un élu
je veux dire, qui veut vraiment faire son travail sur le terrain, fait ça aussi. Et aujourd'hui, on a cette responsabilité de faire que les chrétiens puissent rencontrer les musulmans et pourquoi pas, bien sûr, aussi les juifs et les protestants et faire ces espèces de rencontres et de réunions fortes pour l'intérêt général. Donc on peut s'y retrouver aussi, je dirais, entre la politiques. franc-maçonnerie a toujours travaillé à l'intérêt général. Au XVIIIe siècle, elle a inspiré la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme, du citoyen, les devoirs du droit de l'homme. À la fin du XIXe, c'est l'école gratuite, obligatoire, et puis etc. Il y a tout au long, loi sur l'avortement, le planning familial, etc. Puis on ne va pas toutes les énumérer. Ce qui a gêné les partis totalitaires, c'est la libre pensée des francs-maçons. Tu penses différemment de moi, c'est donc une richesse. Tu vas pouvoir m'apporter. Je vais pouvoir prendre un peu de toi et le mettre en moi-même. C'est comme ça que fonctionnent les francs-maçons. C'est une tolérance intéressée. C'est pas une tolérance passive qui dirait je te laisse parler parce que ça fait bien, parce que c'est de la politesse. Non, c'est autre chose. C'est je te laisse parler parce que tu es censé m'apporter quelque chose, m'enrichir, me faire grandir. Voilà comment on apporte. Et ça ne collait pas du tout avec toutes les idéologies totalitaires. On parle du nazisme, on aurait pu prendre le communisme de l'URSS. C'est pareil. Tous les pays qui ont interdit la franc-maçonnerie, c'est parce que ces gens étaient malvenus à s'autoriser une ouverture vers des gens qui ne pensaient pas comme la ligne directrice qui était gouvernementale. Et il en est de même pour les religions, enfin, pas pour les religions, pour les dérapages de certaines religions de façon radicale. Voilà, là, ça ne correspond plus du tout à notre fonctionnement, parce qu'il y a des musulmans dans les loges, notamment de la Grande Loge de France. À Annecy, moi, je suis, dans toutes les loges, il y a des musulmans. Sauf que ces musulmans ouverts, hein, c'est absolument pas du fondamentalisme, loin s'en faut. Hein. Voilà, donc c'est aussi grâce à eux ou avec eux qu'on va essayer de travailler à un petit peu inverser la tendance. Hein. Voilà. Mais moi, je ne trouve pas que les deux choses soient totalement opposées. Elles ont toutes les deux leur explication. L'intérêt général, ça a toujours été notre préoccupation, mais par la libre pensée, en s'autorisant, en s'interdisant aucune voie, et aucun régime totalitaire ne peut l'accepter. Voilà, donc on est toujours, on a peur des régimes totalitaires, on n'a pas peur des régimes ouverts, mais on sait très bien que l'histoire, c'est un éternel renouvellement, donc on fait attention quand même. Et la détestation de l'extrême droite vis-à-vis de la franc-maçonnerie, l'impression qu'ils disent, au fond, c'est pas des patriotes, c'est pas des Français, non, ça vient de quoi, cette que les francs-maçons ont cette idée... La détestation de l'extrême droite pour, en gros... Et de l'extrême gauche aussi, je crois. Et de l'extrême gauche, alors, d'une façon générale, tout groupe humain qui ne prône pas la dignité humaine et la reconnaissance de l'autre dans ses différences, on ne peut pas l'accepter. Voilà. Après, bon, qu'il ait une tendance, de gauche, de droite, sans moque, qui croit pas, c'est pas ça. Mais quelqu'un qui rejette l'autre parce qu'il est différent, pour nous, c'est pas acceptable. C'est contraire à notre philosophie. Voilà. La barrière, elle est là, tout simplement. Après, ça s'appelle du nom qu'on veut l'appeler. On ne rejette pas des gens parce qu'ils sont dans une case, mais simplement parce qu'ils ont une attitude et des prises de parole qui ne nous conviennent pas. Une autre question, je peux? Ah bah, vas-y. Pas plus, hein. Pas plus. Ça y est, ça commence. Tant pis, oui, alors, on va aller très vite sur l'actualité parce qu'il nous reste 8 minutes à peu près. Quand vous vous rencontrez entre vous, je dirais entre les responsables, on va dire, les sujets traités, par exemple, dans les loges féminines et dans les loges masculines, sont très similaires ou vraiment différents? Ils sont très similaires, mais ils ne sont pas traités de la même façon. Bien sûr. Quand moi, vous me donnez un rapport fait par une loge féminine, une loge masculine, sans me le dire, il faut 10 secondes pour savoir qui a pondu un rapport, qui a pondu l'autre. La sensibilité, la sensibilité féminine permet donc à nos sœurs d'aller beaucoup plus loin dans certains domaines où on ne serait jamais allé, parce qu'on ne le ressent pas pareillement, et vice-versa, bien entendu. Donc de travailler pas en mixité, c'est aussi un plus. Quand on compare après les deux copies, on va beaucoup plus loin séparément. Après, on se retrouve, bien sûr, on se retrouve. Mais vouloir absolument, parce que c'est la mode, parce que c'est bien se mélanger, on trouve que c'est contre-productif. C'est contre-productif, tout à fait. Alors, est-ce que vous travaillez sur l'actualité, par exemple, je sais pas, la réforme de la SNCF? Est-ce que ça fait des... Est-ce que les cheminots sont francs-maçons? Est-ce qu'il y a des cheminots? Oui, mais il y a bien sûr dans la SNCF, autant que dans les autres sociétés, des gens qui sont francs-maçons, bien entendu. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de dysfonctionnements. Alors là, c'est l'utilisateur qui parle, c'est plus le grand maître. Moi, actuellement, oui, je suis vous qui voyagez
J'ai un train sur deux qui arrive une demi-heure voire une heure en retard. Des trains qui sont supprimés sans qu'on me le dise, etc. À mon avis, il faut quand même repenser le système. Alors, on nous dit, oui, l'arrivée de la concurrence, ça va tout résoudre. Moi, je pense que c'est pas le seul axe sur lequel il faut travailler. Il faut simplement repenser complètement le fonctionnement d'une très belle société, qui a une histoire, qui a servi des millions de personnes et qui doit pouvoir continuer à les servir correctement. Mais il y a des choses à remettre en question, tout simplement. Voilà. Là-dessus pour moi, je vais paraître un peu radicale, mais ça me paraît évident qu'aujourd'hui, il faut avancer. Il y a des choses à revoir. Et moi, j'appellerais pas ça forcément des privilèges, quoi, que je le dis quand même, mais il y a des choses qui sont peut-être à revisiter. Il y a des statuts, oui, à revisiter. Il me semble d'ailleurs que un sondage qu'il y a eu auprès de la population a bien démontré que la population aujourd'hui allait dans ce sens-là. On n'est plus dans ce qui avait été présenté 95, avec Juppé. Où là, la population était derrière. Ça a bien changé à ce niveau-là. Et sur la méthode, justement, qui est de passer directement aux ordonnances, est-ce que c'était quelque chose de nécessaire ou on pourrait quand même, est-ce que c'est si urgent que ça? Est-ce que c'est... Est-ce qu'il faut passer en force? C'est important quand même. Il y a le feu au lac, là. Enfin, je veux dire, il faut arrêter. Il faut aller aux locomotives. Non, mais c'est le cas de le dire. Un président a été élu, il a nommé un Premier ministre, ça fait déjà 1 an. Je veux dire, on ne va pas encore attendre 4 ans avant que ça se mette en marche. Bien sûr qu'il y a une urgence absolue. Bien évidemment. On ne peut pas demander aux Français tout d'un coup de bosser jusqu'à 65 ans, 66 ans, 67 ans, et puis tout d'un coup accepter qu'il y ait une partie de la population qui s'arrête à 53, 55. Non, mais je parle des ordonnances. Ça, c'est le fond. Mais la méthode est la bonne. Mais bien sûr, parce que c'est la seule solution. Parce que sinon, si on attend que les cheminots disent oui, c'est une bonne idée, bien évidemment, on pouvait prendre notre retraite à 55, on va faire des manifs pour la prendre à 65, vous rêvez. Bon, donc c'est pas possible. Donc la seule solution, c'est ça. On va pas attendre que les. On va pas attendre que les. C'est ce qui s'est passé. Oui, mais ils avaient la population. On va pas attendre que les syndicats soient touchés par la grâce. Hein. On sait que ça va pas arriver. Donc voilà, c'est mort. Le seul truc, c'est effectivement ils ont le pouvoir et puis on y va. Quand même, il y a des concertations. Hein. Mais non, mais ils se sont engagés. Les ordonnances n'empêchent pas la concertation et la négociation. Martinez l'a dit. Il allait y avoir des rencontres. On peut lui faire confiance pour se concerter. On sent quand même un point très faible, une faiblesse des syndicats quand même. Hein, Disons, puisque vous parlez des syndicats, moi j'aimerais mieux que nos syndicats fonctionnent à la façon allemande comme ils fonctionnent aujourd'hui. Et je ne pense pas que les gros mouvements de grève comme qui sont annoncés le 20 et quelques, etc., soient une bonne solution. Ça va finir d'énerver complètement les usagers. Voilà, ça ne va pas du tout les sensibiliser au problème des cheminots, pas du tout. Ça finit d'énerver les gens. Donc je pense qu'on devrait procéder différemment que par des arrêts comme ça qui n'ont pas de sens. On a quand même senti que même les syndicats, depuis quelque temps, depuis que Macron est arrivé, il y a quand même un ralentissement et une énergie qui est différente. On a vu sur la loi travail. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce qu'il y a eu des entretiens dont nous n'avons pas la teneur, mais en tout cas, est-ce qu'il y a peut-être des bonnes négociations, même avant les ordonnances? Jean-Baptiste, là-dessus? Oui, moi je ne suis pas convaincu de l'urgence absolue de ce projet, plus qu'un autre. Le gouvernement a fait le choix du recours aux ordonnances pour des raisons, à mon avis, qui sont essentiellement politiques, c'est-à-dire pour s'éviter justement que les grèves, que les conflits avec les syndicats puissent durer, puisque c'est vrai que quand on s'inscrit dans le temps long, ça donne l'occasion au conflit de durer. Donc je pense que le choix est surtout, le motif est surtout politique. Il n'y a pas Vous avez peur qu'on touche à votre propre retraite? Non. D'autant qu'en plus le gouvernement, sauf erreur de ma part, s'est engagé à ne pas revenir sur les statuts des cheminots, et l'idée étant plutôt qui est plutôt de revenir sur l'organisation du mode de transport. Donc je pense que le motif est plutôt politique. Mais là, on est quand même dans un truc de bon sens pur, c'est-à-dire que il n'y a pas de saccage des acquis sociaux. Il y a simplement le fait de dire maintenant, on engage des nouveaux cheminots qui n'ont plus le même statut. C'est une logique imparable. Est-ce que le bon sens, c'est d'aller vers quelque chose de moins protecteur? On peut penser ça, mais non, c'est pas. Parce que le bon sens, il est d'aller vers un truc égalitaire. C'est-à-dire que pourquoi égalitaire vers le moins bien. Mais non, pourquoi est-ce qu'un salarié d'une usine prendrait sa retraite à 65 ans et pourquoi est-ce qu'un cheminot la prendrait à 55? Il n'y a aucune raison. Plus maintenant. Et pourquoi il n'y en a plus. Il y en a plus. On pas à 55 ans. On sait très bien que c'est pas possible. C'est pas possible que tout le monde prenne sa retraite à 55. Donc voilà.
on met tout le monde sur le même plan et tout ça sera très bien. C'est juste une question de justice sociale. Je ne comprends même pas qu'un syndicat puisse s'opposer à cette idée de justice sociale. Vous ne comprenez pas beaucoup les syndicats. D'ailleurs, je veux dire quelque chose à ce sujet-là. Moi, je partage complètement votre avis. J'ai écouté, c'était sur France Info, le jour c'était donc un représentant de la CGT de la SNCF. Et le journaliste se régalait, parce qu'il ne pouvait pas trouver de bonnes réponses aux questions que lui posait le journaliste. C'était pas possible. On parlait des 46 milliards de dettes. Il disait c'est parce qu'on n'a pas amélioré le réseau, etc. Il disait donc vous voulez qu'on fasse un peu plus encore de dettes. Et là, il se coinçait tout seul dans ses réponses. Non, il y a effectivement à repenser complètement le système, c'est clair, rentabiliser un certain nombre de lieux, et puis faire en sorte que les gens soient quand même jugés sur un plan d'égalité. C'est fondamental. Alors, il nous reste à peine une minute, donc je vais vous demander une réponse très rapide. Peut-être, je vais vous demander à vous, la journée du 8 mars, la journée de la femme, est-ce qu'elle doit avoir un aspect particulier cette année avec toutes les affaires qu'on a vues, Balance ton port, etc. Et la prise de parole des femmes. Réponse courte. Oui. Moi, je suis très attachée, je dirais, à l'égalité des chances, égalité des femmes, hommes, femmes. C'est pas quelque chose qui me parle véritablement, même si je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais oui, la journée de la femme, pourquoi pas moi, je suis toujours un petit peu gênée, par le fait que... Non, mais je dis ça parce que c'est pas la journée de la femme, mais il y a ce mouvement qui a été quand même très important, qui a changé un peu les choses. Non, je ne sais pas si vous en avez parlé dans les obédiences, mais c'est quelque chose d'important. On ne veut pas non plus que ça ostracise les femmes comme si c'était une espèce protégée. C'est ça. Voilà. C'est ça qui me gêne un petit peu dans ce type de mouvement. Mais évidemment, on s'est toujours battu depuis le début pour que les femmes accèdent aux mêmes possibilités que les hommes. Et il y a encore du travail à faire, c'est clair. Beaucoup de travail, oui. C'est clair, beaucoup de travail à faire. Mais une journée, c'est un peu ostraciser la chose, ça ne me plaît pas. C'est un petit peu gênant. Jean-Baptiste ? En réponse très courte, moi je crois que la journée de la femme, ça devrait être tous les jours. C'est bien que ce soit un homme qui le dise. J'ai failli le dire, mais je n'osais pas. Si j'ai le droit de parler. Et pour terminer, là-dessus, non. Ah bon. Allez-y. Si on peut juste éviter de tomber dans les travers de la société américaine en France, ce serait une très bonne chose. Voilà. Oui, mais enfin, si on peut rééquilibrer quelque chose qui a été quand même un pouvoir masculin qui a été omniprésent quand même pendant des siècles. Il y a un rééquilibrage, c'est plutôt pas mal. Il y a eu un grand mutisme, donc il a fallu aussi il fallait qu'il y ait une prise de parole, avec peut-être des excès d'ailleurs. Tout mouvement de balancier est un peu inquiétant quand même. Oui, ça va se rééquilibrer. Ça se rééquilibre. Un mot sur Neymar. Vous allez Je vais voir le match. Je vais voir le match. Vous allez PSG Real. Vous pensez que le PSG peut gagner ? Est-ce que la Grande Loge a une loge alors ? C'est pas la Grande Loge. Je suis un petit peu comme tout amateur de football, un peu déçu si Neymar n'est pas sur le terrain, mais il faut avant tout qu'il se remette d'aplomb. C'est l'essentiel. Il va se faire opérer là. Oui, il y en a pour 2 mois et demi. Et au Brésil. C'est la chance de Di Maria, c'est merveilleux. Donc il faut le voir comme ça. Oui, c'est ça. Une petite chance quand même pour le PSG ? Ah, mais il y a toujours une chance. Allez, 3-0. Bon. Tout d'accord, Jean-Baptiste ? Je souscris à tout ce qu'il vient de dire. Eh bien, merci infiniment à tous les quatre. Merci beaucoup, Philippe Chervel. Je rappelle que vous serez donc à Elancourt le 23 mars prochain. À 20h. Au Prisme, sur le thème « Être franc-maçon aujourd'hui ». Voilà. Merci à tous et à très vite pour une nouvelle émission de PAF.